Mon fils et sa femme m'ont emmené en vacances à Nice pour une seule raison, faire disparaître ma valise à l'aéroport. Ils pensaient que j'y cachais mes papiers de testament. Ils avaient tort. « Maman, tu as besoin de changer d'air », m'a dit Julien. Sa voix, au bout du fil, avait ce ton spécial qu'il prend depuis quelques années, depuis qu'il s'est marié avec Camille. Un ton lisse, prudent, comme s'il lisait un texte qu'on lui avait soufflé. Il parlait, mais derrière ses mots, je sentais presque le regard de sa femme posé sur lui, comme une main qui serre un peu trop fort. « On part une semaine à Nice, à l'hôtel, en bord de mer. Ça te fera du bien. Tu ne peux pas rester enfermé à Lyon tout le temps. » Je n'étais pas enfermée. J'habitais toujours dans la maison où j'avais vécu 40 ans avec Pierre, mon mari. Il y avait mon jardin, le tilleul, au fond, mes rosiers. Il y avait le marché du mercredi, la boulangerie où la boulangère connaissait mon prénom, les voisins qui me disaient bonjour. Je n'avais jamais eu l'impression d'être enfermée jusqu'à ce que mon propre fils commence à parler de ma vie comme d'une prison. J'aurais pu dire non. J'aurais pu répondre que je préférais mon fauteuil près de la fenêtre à n'importe quelle chambre d'hôtel impersonnelle. Mais Julien a ajouté, après un silence un peu trop long, « Ça nous ferait plaisir à Camille et moi. Vraiment !» Et moi, comme une idiote de mère française bien dressée par des décennies de compromis, j'ai entendu ces mots-là et pas le reste. Nous avons donc réservé les billets. Un aller-retour Lyon-Nice, rien de compliqué. Une toute petite heure de vol, m'a rappelé Julien, comme si j'étais une enfant effrayée par les avions. En réalité, les avions ne m'ont jamais fait peur. Ce sont les gens dedans qui m'inquiètent parfois. La veille du départ, je préparais ma valise dans ma chambre. Une vieille valise rigide bleue qui avait connu déjà beaucoup de voyages avec Pierre. Des petites villes italiennes, des bords de mer en Bretagne, un séjour à Prague avant qu'il ne tombe malade. Elle roulait un peu de travers, la poignée était rayée, mais elle tenait encore debout. Un peu comme moi. J'avais posé sur le lit 2 gilets en laine, 3 pantalons, une robe un peu plus élégante au cas où, des chaussures confortables, mes médicaments dans une trousse, quelques livres et mon vieux nécessaire de toilette, une pochette en tissu brodé que ma mère m'avait donnée. J'étais en train de vérifier pour la 3e fois que j'avais bien tout pris quand j'ai entendu une portière claquer dans la rue, puis des talons rapides, secs, qui montaient l'escalier de l'immeuble comme un marteau sur de la tôle. Je n'avais même pas besoin de regarder à travers le judas. Personne ne marche comme ça à part Camille. Elle a ouvert la porte après un bref coup sec, sans attendre que je dise « entre ». Chez elle, les marques de politesse sont surtout décoratives. « Bonjour Hélène », a-t-elle lancé en me claquant 2 bises rapides, déjà en route vers ma chambre. « Tu es prête pour demain ?» Elle a vu la valise sur le lit, s'est arrêtée net, puis a souri d'un, appréciateur, comme si elle évaluait un objet qu'elle avait l'intention de revendre. « Oh, elle a de la bouteille ta valise », a-t-elle commenté avec un petit rire. « C'est vintage ». Ce mot-là, dit par elle, sonnait comme « dépassé ». Elle a ouvert la trousse de médicaments sans me demander, a regardé les boîtes en fronçant le nez. « Il faut que tu mettes astérisque tout astérisque là-dedans », a-t-elle dit, d'un ton qui n'admettait pas la discussion. « Médicaments, papier important, carnet de chèques, ce que tu as d'un peu précieux. Tu ne vas pas t'encombrer avec ça en cabine. Et puis, à la sécurité, ils vont te faire vider ton sac, tu vas être perdu. C'est plus simple si tout est dans la valise. » Je l'ai observée. Elle parlait comme toujours, vite, sûre d'elle, avec cette condescendance polie qu'elle réserve aux gens qu'elle a décidé de considérer comme inférieurs. Mais, cette fois-là, il y avait autre chose dans son regard. Une tension, un léger éclat lorsque le mot « précieux » avait franchi ses lèvres, une avidité mal dissimulée. « Je peux garder mes papiers sur moi » ai-je répondu calmement. « On ne sait jamais. » Elle a souri. Trop vite, trop large. Mais non, Hélène, tu vas tout mélanger, tu vas les perdre. Tu sais bien que tu es un peu distraite parfois. Elle a laissé cette phrase en suspens comme une accusation enveloppée de sucre. Laisse-nous gérer, on veut ton bien. Je n'ai rien dit, mais à l'intérieur, quelque chose s'est refermé. Camille ne veut jamais mon bien. Camille veut ce qui l'arrange. C'est très différent. Une demi-heure plus tard, Julien est arrivé. Il avait le visage tiré, des cernes qu'il n'avait pas dans sa jeunesse. Il a embrassé sa femme, m'a embrassé moi, puis a regardé la valise avec ce même intérêt que Camille. « Tu as tout mis dedans ?» m'a-t-il demandé en se penchant vers le lit. « Oui, elle a tout mis » a répondu Camille avant moi. « Je lui ai expliqué. » Julien a hoché la tête, soulagé. Trop soulagé. « C'est mieux comme ça » a-t-il ajouté. « En cabine, avec ta canne, ton sac, tu vas t'en mêler. Et puis, on ne veut pas que tu te stresses à cause d'une formalité. » Il n'a pas remarqué que mes mains, elles, ne tremblaient pas. C'était sa voix qui tremblait un peu. Ils sont partis peu après, en me répétant 3 fois l'heure de rendez-vous pour le lendemain matin, comme si j'étais incapable de lire une horloge.
Quand la porte s'est refermée, le silence de l'appartement m'a enveloppée comme un manteau qu'on remet sur ses épaules après une journée trop longue. Je suis restée un moment debout au milieu de ma chambre à regarder cette valise que Camille avait fermée d'un geste presque victorieux. Puis j'ai ouvert le tiroir de ma table de nuit. Sous un vieux foulard en soie, là où je le range toujours, se trouvait une enveloppe crème, un peu cornée aux angles, épaisse. Je l'ai sortie avec des gestes qui me sont devenus aussi naturels que de faire du café le matin. L'écriture de Pierre sur le rabat avait légèrement pâli. Astérisque, à ne confier à personne. Astérisque. Je me suis assise sur le bord du lit avec l'enveloppe dans la main. J'ai senti son poids familier. Pas très lourde en apparence, et pourtant, elle contenait tout ce qui comptait vraiment. Les nouvelles dispositions de notre testament, les papiers de la maison, les documents bancaires principaux, un échange de lettres avec notre notaire et ce petit mot de Pierre que je connaissais par cœur. Astérisque, ne laisse jamais quelqu'un d'autre décider de ton avenir à ta place. Astérisque. Je n'ai pas ouvert l'enveloppe, j'en avais pas besoin. Je l'ai simplement glissée dans la poche intérieure de ma veste, là où elle a sa place depuis des années. Je dors avec la veste posée sur la chaise près du lit, je voyage avec, je la garde à portée de main. Toujours. Camille pouvait bien croire que j'avais tout mis dans la valise. C'était son erreur. Et peut-être déjà sa chute. La nuit a été longue, hachée de réveil. Je les ai passées à regarder le plafond, à écouter les voitures passer dans la rue, à sentir cette enveloppe contre mon flanc comme une petite braise encore chaude. Une phrase de Pierre me tournait en tête. Astérisque. La peur est souvent un puzzle mal compris. Astérisque. Je sentais bien qu'un puzzle se jouait là, autour de moi. Le lendemain matin, à 7h pile, on a sonné. Je n'étais pas en retard. Camille est entrée comme un courant d'air parfumé, impeccable dans un pantalon beige et une marinière soigneusement repassée, les cheveux attachés dans un chignon trop parfait pour être spontané. Julien portait la valise comme un butin. « Allez maman, on y va, on va rater le vol !» a-t-il lancé, un peu trop fort. Je me suis assurée une dernière fois que l'enveloppe était bien là, dans ma poche. Puis, j'ai fermé la porte de l'appartement derrière moi. En descendant l'escalier, j'ai effleuré la rampe en bois verni, comme pour saluer une dernière fois ces marches qui m'avaient vu monter et descendre des milliers de fois, avec Pierre, avec Julien Petit, puis seul. Je ne savais pas encore que ce voyage marquerait une frontière si nette dans ma vie. Dans la voiture, Camille parlait sans arrêt, du prix de l'essence, de la météo à Nice, des restaurants à la mode qu'elle avait repérés sur Instagram. Julien répondait par monosyllabes. Moi, je regardais dehors. La ville défilait, les façades, les boulangeries, les panneaux tabac, les rabats de journaux annonçant les dernières grèves à la SNCF. Un jeudi tout à fait banal en France. Sauf qu'il ne l'était pas pour moi. En arrivant à l'aéroport de Saint-Exupéry, un courant d'air frais nous a accueillis. Les portes automatiques se sont ouvertes dans un souffle et aussitôt, le vacarme familier d'un terminal français nous a enveloppés. Roulettes de valises sur le carrelage, annonces à moitié compréhensibles dans un micro fatigué, enfants qu'on appelle par leur prénom, odeur de café brûlant et de croissants trop secs. Les aéroports amplifient ce que les gens sont déjà. Les nerveux deviennent hystériques, les pressés deviennent brutaux, les gentils se transforment en aides improvisées. Et les cruels deviennent très efficaces. Camille s'est immédiatement mise à marcher 3 pas devant moi, comme toujours, trop vite, me forçant à accélérer alors que mes genoux protestaient. Julien suivait avec la valise sans se retourner. « Julien, attends-moi un peu », ai-je murmuré, plus pour moi que pour eux. Personne n'a ralenti. Au comptoir d'enregistrement d'Air France, la jeune agent au foulard bleu et rouge a levé les yeux vers nous avec un sourire professionnel. « Bonjour, destination ?» Nice, a répondu Camille, déjà en train de poser sa propre valise sur le tapis. Quand est venu le tour de la mienne, l'agent l'a regardée, a tapé quelques touches sur son clavier, puis a levé les yeux vers moi. « Vous savez que vous pouvez la garder avec vous en cabine, madame, elle est aux dimensions. » J'ai ouvert la bouche pour répondre. Camille a parlé avant moi. « Non, ce sera plus simple si elle la met en soute, elle a sa canne, son sac, on ne veut pas la voir s'en mêler dans l'avion. » Elle a fait un petit sourire à l'agent, comme 2 complices qui partagent un secret. L'agent a tourné la tête vers moi, hésitante. « C'est vous qui décidez, madame », a-t-elle insisté. « Si vous préférez la garder ?» J'ai regardé Camille. Son sourire s'était figé, trop large, ses doigts serrés sur la poignée de la valise. J'ai regardé Julien. Il faisait semblant d'être absorbé par son téléphone, mais ses épaules étaient raides. Une petite voix en moi hurlait. « Astérisque, garde-la, ne la lâche pas, ne leur donne rien. »
Astérisque. Je suis restée silencieuse un moment, puis j'ai relâché le souffle que je retenais. C'est bon, mettez-la en soute, ai-je dit doucement. Le visage de Camille s'est détendu comme après une épreuve. Un éclat de satisfaction est passé dans son regard. Julien a fini par lever les yeux, brièvement, comme pour vérifier que tout se déroulait comme prévu. La jeune agent a accroché l'étiquette, a posé la valise sur le tapis roulant. Nous la font regarder disparaître dans la bouche sombre de la machine. Avalée. « Merci madame, bon vol », a dit l'agent. Je l'ai remercié, puis j'ai suivi Camille et Julien vers la file d'attente du contrôle de sûreté. Là encore, ils m'ont distancé, glissant entre les passagers avec l'agilité de gens qui se croient plus importants que les autres. Moi, je me suis retrouvée derrière un père qui essayait de calmer son petit garçon en pleurs. Le petit s'est accroché à sa jambe en sanglotant. La douceur de la scène m'a serré le cœur plus fort que je ne l'aurais cru. Au moment de poser mon sac sur le tapis, j'ai senti l'enveloppe contre ma côte. Je l'ai laissée là, dans ma poche intérieure. Ce n'était pas une arme, c'était une sauvegarde. Nous avons passé le portique, remis nos chaussures, récupéré nos affaires. Camille a râlé parce que j'étais encore en train de fouiller mon sac, comme elle l'a dit assez fort pour que 2 personnes se retournent. Julien a soupiré, a regardé sa montre. « On va être à la bourre pour l'embarquement, maman, tu peux faire un effort quand même ?» J'ai serré les dents. Combien de fois dans ma vie avais-je fait un effort pour arranger les autres, pour éviter les disputes, pour préserver l'ambiance, pour que Pierre ne se trouve pas coincé entre moi et son propre fils? Trop de fois. À la porte d'embarquement, ils se sont installés côte à côte. J'ai pris un siège un peu plus loin parce qu'il n'y avait plus de place, mais aussi parce que j'avais besoin d'air autour de moi. J'ai sorti un livre que je n'ai pas lu. Mes yeux allaient et venaient entre les lettres et la silhouette de mon fils. À un moment, j'ai croisé le regard d'une vieille dame en face de moi. Elle portait un manteau beige, des cheveux parfaitement tirés en arrière, un sac en cuir usé mais bien entretenu. Elle m'a fixé un instant, puis a légèrement plissé les yeux en direction de Julien et Camille. « Les familles », a-t-elle soufflé, avec un petit sourire triste. « Ils oublient vite qu'il leur a appris à marcher. » J'ai senti ma gorge se serrer. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement incliné la tête, comme pour lui dire « Astérisque, je sais ». Dans l'avion, Camille a pris le hublot, Julien le siège du milieu et moi côté couloir. Dès que l'appareil a décollé, elle a posé sa main sur la cuisse de Julien, un geste qui se voulait rassurant, mais qui, chez elle, avait toujours des allures de rappel à l'ordre. « Tout se passe comme prévu », l'ai-je entendu murmurer une fois, pendant que je feignais de dormir. Julien a hoché la tête sans répondre. 1 heure plus tard, nous atterrissions à Nice-Côte d'Azur. Le ciel était d'un bleu éclatant, la mer scintillait au loin comme si quelqu'un avait renversé dessus des milliers de morceaux de miroir. Les passagers se sont précipités pour se lever, avant que le signal ne s'éteigne. Camille était déjà debout, pressée de sortir, comme si sa vie dépendait de quelques secondes gagnées. Je suis restée assise, tranquillement. Ce n'est pas l'avion qui me donnait le vertige, c'était l'idée de ce qui nous attendait à la sortie. À la zone de récupération des bagages, le tapis s'est mis en marche avec son grincement habituel. Une valise noire, une valise grise, une poussette pliée, un énorme sac de sport ont commencé à tourner. Les gens se sont avancés, chacun à l'affût de son bien. Très vite, la valise de Camille est apparue, puis celle de Julien. Julien l'a attrapée, l'a déposée à côté de celle de sa femme. Nous avons attendu la mienne. Une première vague de valises est passée, puis une deuxième, puis une troisième, plus maigre. Toujours pas de valise bleue. Je sentais des regards furtifs sur moi. Aucun n'était celui de mon fils. Le tapis a continué sa ronde, vidant peu à peu son contenu. Les mêmes valises tournaient, abandonnées, leurs propriétaires absents ou distraits. Puis la lumière orange s'est mise à clignoter. Le tapis a ralenti. Un dernier bagage est apparu. Pas le mien. Le tapis s'est arrêté. « C'est quoi encore ce bordel ?» a lâché Camille, suffisamment fort pour que 2 familles se retournent. Julien a levé la main vers un agent en gilet jaune. « Excusez-moi, il manque la valise de ma mère », a-t-il dit. « Elle était enregistrée avec nous. » L'agent nous a dirigés vers le comptoir des bagages perdus. Une jeune femme brune, aux yeux fatigués mais au regard doux, a pris le relais. « Numéro de vol, s'il vous plaît ?» Elle a tapé, vérifié, retapé. Ses sourcils se sont rapprochés. « C'est bizarre, ça » a-t-elle murmuré. « Quoi encore » a soupiré Camille. La jeune femme a relevé la tête vers moi. « Votre valise a bien été enregistrée à Lyon, madame, mais elle n'a jamais été chargée dans l'avion. »
Pardon? Ai-je demandé. Elle a été scannée au comptoir, mais ensuite, elle a tourné l'écran vers elle, plissé les yeux. Il y a une indication de maintien à l'aéroport de départ, comme si quelqu'un avait demandé à ce qu'elle ne parte pas. Julien a blêmi. Camille a eu un mouvement de recul, imperceptible mais bien réel. Ses doigts se sont serrés sur la bandoulière de son sac. « Il doit y avoir une erreur », a lancé Julien. « C'est impossible !» « Ça arrive rarement, mais ça peut arriver », a répondu la jeune femme avec prudence. « Je vais vérifier avec mon supérieur. En tout cas, ce n'est pas un simple retard. Il y a eu une intervention humaine dans le processus. » Une intervention humaine. Elle ne pouvait pas savoir à quel point ces mots étaient exacts. Je sentais le cœur de Julien battre presque jusqu'ici. Il se tenait un peu trop droit. Sa voix, quand il a repris la parole, tremblait légèrement. « On ne peut pas faire ça plus tard. On a l'hôtel, les enfants qui nous attendent. On n'a pas envie de commencer les vacances avec du stress. On repassera. » La jeune femme a secoué la tête. « Je suis désolée, monsieur, mais vu ce que je vois là, il faut déposer un rapport maintenant. » Je n'ai pas attendu qu'il reprenne la parole. « Je vais faire le rapport, » ai-je dit tranquillement. « C'est ma valise, je vais gérer. » Julien s'est tourné vers moi avec un mélange de colère et de panique. « Maman, ce n'est pas la peine de... » « Si, et je souris, c'est la peine. » Les papiers ont été remplis, j'ai donné mon numéro de téléphone, mon adresse, décrit la valise avec précision, bleue, rigide, étiquette Lyon-Nice, poignée un peu rayée, une petite rayure sur le côté gauche. J'ai pris dans mes mains le formulaire imprimé, les yeux rivés sur la mention de maintien à l'aéroport de départ. Quand nous avons quitté la zone des bagages, Camille faisait semblant d'être outrée. « Non, mais on croit rêver, sérieux? C'est quoi ce service? On commence les vacances sans tes affaires, maman, c'est génial !» Elle a ajouté, avec cette fausse compassion qui me donnait envie de rire tellement elle sonnait faux. « C'est surtout ennuyeux pour tes médicaments et tes papiers. Tu avais tout mis dans la valise, non ?» Je l'ai regardée. Pas longtemps, juste assez. « Pas tout », ai-je répondu. Elle a tiqué. 1/10 de seconde, juste assez pour que je voie le doute traverser ses yeux. Puis, elle a repris son rôle. Bref, on fera avec. Allez, on va à l'hôtel, ça ne sert à rien de s'énerver. Nous avons récupéré une voiture de location et pris la route du bord de mer. Les palmiers défilaient, les scooters nous doublaient, la mer turquoise brillait comme une carte postale. Mais dans cette voiture, l'air était épais, presque collant. Camille parlait d'acheter quelques affaires sur place pour dépanner. Julien répondait par des « distraits ». Moi, je regardais la mer. Il pensait avoir gagné quelque chose. Il ne savait pas encore qu'il venait de tout perdre. À l'hôtel, un 4 étoiles trop fier de lui, avec un hall en marbre, un parfum d'ambiance vaguement vanillé et des fauteuils design peu confortables, la réceptionniste nous a accueillis avec un grand sourire et un accent chantant du Sud. « Bienvenue, vous avez réservé 2 chambres ?» Julien a attrapé les cartes magnétiques. « Une pour nous, une pour ma mère », a-t-il dit. Ma chambre était au premier étage, au fond d'un couloir, juste à côté de l'escalier de service. Bien pratique si on voulait que quelqu'un puisse monter et descendre sans passer devant la réception. La leur était au 4e, avec vue sur mer. « Comme ça, tu n'as pas à monter trop d'étages », a expliqué Camille, faussement attentionnée. Je l'ai remercié, pas pour le geste, pour la confirmation. Quand la porte a claqué derrière eux, j'ai posé mon sac sur le lit et me suis assise. J'ai sorti l'enveloppe de ma poche, l'ai posée devant moi. J'ai suivi du bout du doigt les lettres de l'écriture de Pierre. Il croyait que tout se trouvait dans une valise, mais la seule chose qui comptait vraiment ne quittait jamais ma poche. Ce n'est qu'en début de soirée, au restaurant de l'hôtel, que j'ai entendu pour la première fois leurs véritables mots. Pas ceux qu'ils disaient en face, ceux qu'ils pensaient quand ils croyaient que je n'étais pas là. Nous avions dîné ensemble, dans une ambiance étrange, surjouée. Camille se plaignait du service, du pain, de la cuisson, du poisson. Julien regardait souvent autour de lui, nerveux. Au dessert, ils se sont levés ensemble. « On va regarder la carte des vins pour demain midi », a dit Camille. « On revient ». Ils ont disparu derrière un mur qui séparait la salle principale d'un petit coin plus calme. J'attendais le serveur pour payer mon café quand je les ai entendus. Je ne cherchais pas à écouter. Les mots sont venus à moi, clairs, parfaitement audibles. « On ne peut plus reculer maintenant », chuchotait Camille. « La valise est bloquée à Lyon. Ils vont forcément l'ouvrir. Ils vont voir ce qu'il y a dedans. » « Mais il n'y a rien dedans, » a répondu Julien, la voix brisée, « à part des fringues et des médocs. » Justement, elle a lâché un petit rire nerveux. Si elle avait mis les papiers
papiers, comme tu avais dit, ce serait réglé. On aurait enfin pu faire valoir nos droits. Regarde l'état de ta mère. Elle n'est plus en état de gérer une succession. » Mon sang s'est glacé. Ainsi, c'était bien ça. Ils avaient essayé d'utiliser ma prétendue fragilité pour me déposséder. « Tu avais dit que le notaire avait gardé l'Ancien Testament, » a poursuivi Camille, « celui où tout te revient, avec l'usufruit pour elle, évidemment, mais après, c'est toi. Il suffit de récupérer les originaux qu'elle cache chez elle. » « J'ai essayé, » a murmuré Julien. « Je lui ai demandé, mais elle ne m'a jamais rien donné. » « Alors, on n'avait plus le choix, » a tranché Camille. « Je ne passerai pas les 10 prochaines années à attendre qu'elle veuille bien nous faire confiance. Il fallait provoquer les choses. » Provoquer les choses, bloquer ma valise à l'aéroport en espérant y trouver mes documents de succession. Je suis restée là, la main posée sur ma cuillère, le cœur étrangement calme. Comme si, en entendant enfin ces mots-là, quelque chose en moi se mettait en place. Une pièce du puzzle s'emboîtait. L'image apparaissait, nette. Je n'étais ni folle, ni paranoïaque. Je n'étais pas une vieille femme qui exagérait. J'avais raison. Et eux, ils avaient tort, très tort. Je me suis levée avant qu'ils ne reviennent, j'ai signé l'addition et je suis remontée dans ma chambre sans les attendre. Avant de me coucher, j'ai pris l'enveloppe et je l'ai glissée non pas sous mon oreiller, comme je le fais parfois, mais carrément dans ma chemise de nuit. Je voulais sentir son coin légèrement rigide contre ma peau, comme une armure. Le lendemain matin, je suis descendue seule au petit déjeuner. Julien et Camille m'ont rejoint quelques minutes plus tard, faisant semblant de ne pas être crispés. Camille a demandé, d'un ton faussement léger, « Alors, Hélène, tu n'es pas trop stressée pour ta valise? Tu dois être morte d'angoisse pour les papiers, non ?» Je les regardais calmement. « Non, » ai-je répondu, « je ne suis pas particulièrement inquiète. » Les yeux de Julien se sont agrandis. « Mais tu avais tout mis dedans, » a insisté Camille. « Tes documents, les papiers de la maison, les choses importantes. » « Non, » ai-je répété en tartinant mon morceau de baguette. « Je ne mets jamais ce qui est vraiment important dans une valise. » Un silence sec est tombé sur la table. Camille a posé sa tasse un peu trop violemment. Julien a cherché quelque chose à dire, n'a rien trouvé. Je me suis levée. « Je vais faire un tour, » ai-je annoncé. « Profitez du buffet. » Je suis sortie de l'hôtel et j'ai appelé un taxi. « Aéroport, s'il vous plaît. » Le trajet du retour m'a paru plus court que la veille. J'avais l'impression que la route se plisait sous mes pas, que le ciel lui-même s'était mis d'accord avec mon calme. À l'aéroport, j'ai demandé le bureau du responsable des bagages. On m'a menée dans un petit bureau vitré au fond d'un couloir. Un homme d'une quarantaine d'années, avec une barbe courte et un badge portant le titre de chef d'escale, m'a accueilli. « Bonjour madame, on m'a dit que vous aviez un bagage qui n'a jamais quitté l'aéroport de départ. » « C'est bien ça, » ai-je répondu en lui tendant le formulaire. Il a parcouru les lignes, a hoché la tête, a tapé sur son ordinateur. « C'est effectivement curieux, » a-t-il murmuré. « Attendez, je regarde. » Quelques secondes plus tard, il a relevé les yeux vers moi, plus grave. « Il y a une demande de blocage qui a été faite sur ce dossier, » a-t-il dit, « juste après votre enregistrement. »« Une demande de blocage? Par qui ?» Il a tourné l'écran vers lui, plissant les yeux. « Par quelqu'un qui a utilisé le numéro de dossier associé à votre fils. » Un silence a rempli la petite pièce, lourd et dense. Mon cœur n'a pas accéléré, il a juste changé de rythme. À la place du doute, une fatigue immense a déferlé, suivie d'une lucidité tranchante. « Nous avons aussi les images de vidéosurveillance », a ajouté le chef d'escale. « Vous pouvez les consulter si vous le souhaitez. » Je l'ai suivi dans une salle à côté où plusieurs écrans montraient des angles différents de l'aéroport. Sur l'un d'eux, il a lancé la séquence de la veille. On me voyait arriver au comptoir avec ma valise, Camille à côté, Julien derrière. On me voyait parler avec l'agente, Camille intervenir, la valise partir sur le tapis. Puis, sur une autre caméra, on voyait Julien s'éloigner du comptoir pour se rapprocher d'une borne libre-service. Il jetait un regard autour de lui, s'assurait que personne ne le regardait, puis tapait rapidement quelque chose sur l'écran. Quelques secondes plus tard, il s'éloignait, l'air tendu. C'est à ce moment-là que la demande de blocage a été enregistrée dans notre système, a expliqué calmement le chef d'escale. Je me suis vue, une minute après, rejoindre Julien et Camille sans rien savoir de ce qu'ils venaient de faire. Je me suis sentie étrangère à ma propre vie, comme si je regardais un film où je jouais le rôle d'une femme que tout le monde prenait pour une idiote. Le chef d'escale m'a regardée avec une inquiétude sincère. « Madame, j'ai l'obligation de vous demander, est-ce que vous vous sentez en sécurité avec les personnes avec qui vous voyagez ?» Question simple, dévastatrice. « Je me sens en sécurité avec moi-même, ai-je répondu, et c'est suffisant pour l'instant. »
Il a hoché la tête. Nous allons faire un rapport détaillé. Si vous souhaitez porter plainte, vous aurez tous les éléments. La valise, elle, est toujours à Lyon. Elle a été ouverte, manifestement de force. Mais, d'après ce que je vois là, ce n'est pas de la responsabilité de la compagnie. C'est une intervention frauduleuse. Je l'ai remercié, j'ai demandé copie de tout ce qu'il avait. Il m'a remis des impressions, noté les références des vidéos. Il m'a assuré que tout serait conservé et transmis aux autorités si nécessaire. En sortant de son bureau, je sentais l'enveloppe contre mon cœur. Camille et Julien avaient tout misé sur cette valise. Ils avaient tenté un coup, grossier, dangereux, illégal. Et ils avaient raté. De retour à l'hôtel, je les ai trouvés dans le hall, assis dans les fauteuils design, le visage fermé. Quand ils m'ont vu entrer, leurs expressions ont vacillé. « Alors ?» a demandé Camille en se levant d'un bond. « Ils t'ont dit quoi? C'est encore une erreur de leur part, j'imagine ?» Je me suis arrêtée devant eux. « Non », ai-je répondu, « ce n'est pas une erreur. » Un silence épais. « Quelqu'un a demandé à bloquer ma valise à Lyon, ai-je poursuivi, en utilisant le numéro de dossier de Julien. Et les caméras montrent très clairement qui a tapé sur la borne. » Julien a pâli. « Ce n'est pas ce que tu crois, a-t-il bafouillé. J'ai essayé de vérifier quelque chose, le système s'est emballé. » Camille s'est tournée vers lui furieuse. « Tu m'avais dit que ça ne se verrait pas, que c'était juste une option interne. » Les deux se sont mis à se disputer devant moi sans même faire semblant de préserver les apparences. Les phrases sont sorties en désordre. On avait besoin de ces papiers. Tu m'as dit qu'elle gardait les originaux dans sa valise. Elle ne veut rien nous dire. Tu ne vois pas qu'elle n'est plus en état. Je l'ai fait pour nous, pour notre avenir. Pour leur avenir, jamais pour le mien. Je les ai laissés se débattre quelques secondes, puis j'ai levé la main. Un geste simple qui leur a coupé la parole nette. « Asseyez-vous », ai-je dit. Ils se sont exécutés, peut-être par habitude, peut-être parce que, pour la première fois, ils avaient peur de moi. Je me suis assise en face, droite, les doigts posés sur mes genoux. « Vous voulez savoir ce qui était dans cette valise ?» ai-je demandé calmement. « Je vais vous le dire. » Ils ont retenu leur souffle. Des vêtements, des médicaments, un livre, une brosse à cheveux. Rien qui puisse vous intéresser. Le visage de Camille s'est décomposé. « Tu mens !» a-t-elle susurré. Je l'ai regardé. « Non, je ne mens pas. Je ne mens jamais ce qui est vraiment important dans une valise. » Très lentement, j'ai glissé ma main dans la poche intérieure de ma veste. Le geste les a littéralement figés. Les yeux de Camille se sont fixés sur ma main comme sur un coffre-fort en train de s'ouvrir. Julien a posé sa paume sur ses genoux pour empêcher ses doigts de trembler. Je suis sorti l'enveloppe. Elle n'avait rien d'imposant. Juste une enveloppe crème, un peu cornée, avec l'écriture de Pierre sur le rabat. Mais à cet instant, elle irradiait quelque chose que ni l'un ni l'autre ne pouvaient contrôler. Camille a fait un pas en avant. « C'est ça, a-t-elle chuchoté, c'est ce que tu caches depuis tout ce temps. » Julien a tendu la main, presque suppliant. « Maman, donne-la-nous, on a le droit de savoir, c'est notre héritage. » J'ai serré l'enveloppe contre moi. « Non, ai-je dit. Un mot, un seul, mais il a suffi pour fissurer quelque chose de profond. Je me suis levée, me suis dirigée vers un petit salon attenant au hall plus discret. Ils m'ont suivi. Nous nous sommes installés autour d'une table basse, plantés là comme trois acteurs à un moment clé d'une pièce de théâtre. J'ai posé l'enveloppe sur la table. « Vous voulez savoir ?» ai-je demandé. « Très bien, vous allez savoir. » Je l'ai ouverte avec la simplicité d'un geste répété 1000 fois. J'ai sorti la première feuille. « Ceci est mon testament actuel, ai-je dit, établi chez Maître Dupuis, notaire, il y a 2 ans. » Julien a blêmi. « Mais le testament, celui qu'on a vu après la mort de papa, tu avais l'usufruit et tout me revenait après. » « C'était l'ancien, ai-je répondu, celui que ton père et moi avons modifié ensuite et que j'ai encore modifié seul après vos premières tentatives de, comment dire, mise sous tutelle déguisée. » Camille a attrapé le bord de la table. « Et il dit quoi, ce testament ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Qu'une grande partie de ce que nous avons construit, ton beau-père et moi, ira à une association, et le reste à quelqu'un qui n'a jamais essayé de me voler. »« À qui ?» a craché Camille. « À qui ? À ta nièce ? À une voisine ? À un chat ? À quelqu'un qui m'a offert du temps, pas des menaces, ai-je répondu. Cela ne te regarde pas. » Julien a secoué la tête abasourdi. « Tu n'as pas le droit de nous déshériter complètement, a-t-il balbutié. Il y a la réserve héréditaire, on a vu ça avec le notaire, on a des droits. »
Tu as raison, ai-je acquiescé, et j'ai respecté la loi. Tu ne recevras pas rien, tu recevras le minimum légal, pas un centime de plus. Camille a pris une grande inspiration, comme si elle manquait d'air. Tu ne peux pas faire ça, a-t-elle répété. Je lui ai montré le deuxième document. Ceci est la preuve que j'ai transformé une partie de mes biens en donation déjà effectuée, enregistrée à l'étude notariale pour limiter au strict minimum ce qui entrera dans la succession. Je lui ai montré le troisième. Ici, les contrats d'assurance vie dont tu ignores l'existence parce que, contrairement à toi, j'ai appris à lire entre les lignes et à poser les bonnes questions au bon moment. Ils ont été rédigés de manière à ce que tu n'y aies aucun accès. Puis j'ai sorti une lettre. Et là, c'est le courrier de mon avocat, Maître Béranger, spécialisé en droit des successions. Il connaît vos noms, il connaît vos tentatives. Il a maintenant, en plus, la preuve que vous avez fait bloquer ma valise en espérant mettre la main sur des documents. Julien s'est laissé tomber au fond du fauteuil. Maman. Il n'y avait plus de colère dans sa voix, juste une détresse nue, presque enfantine. Pourquoi tu n'es pas venu nous parler plus tôt? Pourquoi tu n'as pas essayé de nous faire confiance? Je l'ai regardé longtemps. Tu voudrais que je te fasse confiance, ai-je dit, alors que tu as utilisé ton propre numéro de réservation pour détourner ma valise, alors que ta femme a passé des années à me faire passer pour sénile auprès du notaire, alors que vous avez essayé de me pousser à signer des procurations bancaires sans m'expliquer ce qu'elles impliquaient vraiment. Camille l'a blêmi. Ce n'était pas comme ça. Si, ai-je répondu, c'était exactement comme ça. Je me suis levée. Tu sais, Julien, quand ton père est mort, j'ai eu peur, ai-je ajouté. Peur d'être seule, peur d'être dépassée par les papiers, les impôts, le langage des notaires. Tu aurais pu me tendre la main, tu aurais pu être mon fils. Tu as choisi d'être autre chose. Il avait les larmes aux yeux. On voulait juste sécuriser l'avenir, a-t-il murmuré. Le vôtre, ai-je rectifié, pas le mien. Je l'ai quitté là-dessus. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré, j'en avais plus la force, ni l'envie. Dans ma chambre, j'ai appelé mon avocat, lui ai tout raconté, lui ai transmis par mail les références des vidéos, les documents de la compagnie aérienne. Il m'a répondu d'une voix posée. Nous allons déposer plainte pour tentative d'escroquerie et abus de faiblesse. Vous n'êtes pas faible, madame, mais ils ont essayé de vous présenter comme telle. La loi ne verra pas ça d'un bon œil. Le lendemain, je quittais Nice. Seule, je n'ai pas attendu la fin des vacances. J'ai réservé un billet retour et demandé à l'hôtel d'appeler un taxi. Julien est descendu dans le hall, les yeux gonflés, la bouche tremblante. « Tu t'en vas, comme ça ?»« Comme ça, ai-je répondu. « On peut parler au moins ?» Nous avons parlé. Tu as agi, j'agis à mon tour. Camille n'est pas descendue. Peut-être n'avait-elle pas envie de croiser mon regard, ou peut-être faisait-elle déjà des calculs, même à cet instant-là. Dans le taxi vers l'aéroport, j'ai regardé Nice s'éloigner. Les palmiers, la promenade des Anglais, les immeubles pastels. Je me suis surprise à sourire. Je ne garderai pas ce voyage comme des vacances en famille, mais comme la semaine où j'ai enfin cessé de m'excuser d'exister. À Lyon, ma maison m'attendait. Identique, rassurante. Le tilleul était toujours là, le facteur avait glissé quelques publicités dans ma boîte aux lettres, la voisine m'a salué depuis son balcon. « Alors, ces vacances ?» a-t-elle crié. J'ai levé les yeux vers elle. « Très instructive », ai-je répondu. Les jours qui ont suivi ont été occupés, beaucoup plus que mes semaines habituelles. Rendez-vous chez le notaire, chez l'avocat, à la banque. Dossiers à signer, procurations à annuler, contrats à modifier. À chaque fois, les mêmes réactions étonnées lorsque je racontais ce que mon fils et ma belle-fille avaient tenté. « Vous avez bien fait de garder les documents avec vous, madame », m'a dit le banquier. « Beaucoup de gens se font avoir en mettant tout au même endroit. » Je n'ai jamais aimé mettre tous mes œufs dans le même panier, ai-je répondu, et encore moins dans une valise. Au bout d'une semaine, tout était verrouillé. Témoignages, preuves, nouvelles dispositions. J'avais non seulement protégé mon patrimoine, mais aussi mis en place des garde-fous pour que, même si je devenais un jour réellement fragile, on ne puisse pas prendre les décisions à ma place sans contrôle extérieur. Le notaire a levé la tête après la dernière signature. « Vous êtes une femme prudente, madame, et très lucide. »« J'ai eu un bon professeur, ai-je répondu en pensant à Pierre. » La lettre de Julien est arrivée quelques jours plus tard. Une enveloppe blanche, son écriture que je reconnaîtrais entre mille, même si je la voyais déformée par l'émotion. Je l'ai regardée longuement, posée sur ma table de cuisine. Je savais ce qu'elle contenait. Des excuses, des explications, des « je ne sais pas ce qui m'a pris », peut-être même des « c'est la faute de Camille », ou, pire, des tentatives pour me faire douter de ma lecture des événements.
Je n'ai pas ouvert la lettre. Je l'ai glissée dans un tiroir où s'entassent déjà d'autres choses qu'on ne lit plus. Des manuels d'appareils électroménagers qu'on n'a plus, des cartes d'anniversaire d'anciens voisins, des modes d'emploi de téléphone dépassés. Tout ce qui ne sert plus à rien et qu'on garde uniquement parce qu'on a du mal à jeter les traces du passé. Leur voix ne m'était plus utile, leur version de l'histoire non plus. Un matin, je suis sortie dans le jardin avec mon café. La lumière était douce, le ciel d'un bleu pâle. Le tilleul laissait tomber quelques feuilles encore vertes, paresseusement, comme à regret. J'ai glissé les mains dans les poches de ma veste par habitude. Mes doigts ont rencontré l'enveloppe. Elle était toujours là, bien sûr. Je l'ai sortie, l'ai tenue un instant devant moi. Puis, au lieu de l'ouvrir ou de la ranger, je l'ai simplement serrée contre ma poitrine. Je n'ai pas besoin de la relire, je sais ce qu'elle contient. Des preuves que je ne suis pas folle, que j'ai vu juste, que j'ai su me protéger, même quand ceux qui auraient dû me défendre ont tenté de me trahir. Ce jour-là, j'ai compris quelque chose avec une netteté presque brutale. Ils n'avaient jamais réellement perdu ma valise. Ils avaient simplement révélé qui ils étaient. Et moi, en gardant ce qui comptait dans ma poche, j'avais révélé qui j'étais devenue. Une femme qui ne confie plus sa vie aux autres. Une femme qui ne laisse plus ses décisions dans un bagage que n'importe qui peut détourner. Une femme qui a enfin appris à dire non. Ils avaient peut-être réussi à faire disparaître ma valise pendant quelques jours, mais ils n'avaient jamais eu la moindre idée de ce que je gardais dans ma poche, ni de la force que j'y cachais.